François de Rugy a présenté sa démission du gouvernement une semaine après le début des révélations sur son train de vie aux frais de la princesse. Le ministre de la Transition écologique a finalement plié. Alors que le Parlement doit ratifier l'accord commercial entre la France et le Canada mercredi, 7 députés canadiens appellent leurs homologues français à ne pas entériner l'accord, notamment pour des raisons sanitaires et écologiques. Alors que l'offensive médiatique et diplomatique états-unienne contre l'Iran atteint des sommets, l'Union européenne affirme timidement vouloir sauver l'accord sur le nucléaire. Dans ce contexte, l'arrestation d'une chercheuse franco-iranienne aggrave les tensions. Madame, monsieur, bonsoir. François de Rugy mis KO par un homard. Après des jours et des jours à s'agripper à son poste, le ministre de la Transition écologique a finalement remis sa démission du gouvernement. Un départ qui arrive un peu tard. Je ne suis pas en mesure d'assumer sereinement et efficacement ma mission. Par ces mots, le ministre de la Transition écologique a remis sa démission du gouvernement ce mardi en début d'après-midi. Plus d'une semaine après la diffusion des photographies de ces dîners fastueux et tapageurs, l'ancien président de l'Assemblée nationale a décidé de raccrocher les gants. Les Gilets jaunes avaient donc vu juste quand ils reprenaient en chœur l'affaire du homard avec des pancartes « Homard m'a tué » en référence à une sombre affaire judiciaire. Symbolique en pleine crise des Gilets jaunes, les dîners de François de Rugy ont eu le don de crisper les Français. La suite des révélations, avec les 63 000 € de travaux dans son logement de fonction, n'a fait qu'attiser un peu plus la flamme. Cerise sur le gâteau, le renvoi de la directrice de cabinet de l'intéressé pour avoir conservé 12 ans un logement social qu'elle n'habitait pas. À nouveau, une impression de coterie du pouvoir s'est installée. De quoi laisser entendre à François de Rugy qu'il y aura eu un avant, où il pouvait encore gloser au perchoir pour inciter les députés à plus de transparence dans leurs dépenses, et un après, où chacune de ses paroles est devenue inaudible. À plus forte raison que le ministère de la Transition écologique est souvent prompt à expliquer aux Français qu'ils vont devoir se serrer la ceinture pour faire du bien à la planète. En témoignent les augmentations de taxes sur l'essence qui ont mis le feu aux poudres en novembre dernier. Difficile de rester en place donc, d'autant que chaque déplacement du ministre devenait l'occasion de lui rappeler l'affaire. La preuve avec son récent déplacement à Niort dans les Deux-Sèvres. Il y a des règles éthiques à avoir lorsqu'on on représente les électeurs et la nation. Et là, il a complètement débordé. Effectivement, il n'a plus sa place au niveau dans ce gouvernement. Si le Premier ministre a voulu d'abord renouveler son soutien à François de Rugy, la situation ne s'est pas arrangée au fil du temps. En effet, le ministre gastronome a adopté une défense un peu spéciale. Contrairement à ce qu'essayent de faire croire certains, moi je ne suis ni un connaisseur ni un amateur de grands vins. Un propos précisé ensuite dans un entretien où François de Rugy explique tout bonnement ne pas apprécier le homard. Une communication assez peu performante pour éteindre le feu. Et même si Emmanuel Macron a plaidé sa cause lors de son discours du 14 juillet, de Rugy était bel et bien sur un siège éjectable. On se demande simplement pourquoi il n'est pas parti plus tôt. Dernier coup de semonce avant l'adoption du CETA. Le traité d'échanges commerciaux entre le Canada et l'Union européenne doit être ratifié mercredi par l'Assemblée nationale, mais ses conséquences écologiques et sanitaires auraient été minorées. 7 députés canadiens appellent leurs homologues à se prononcer contre l'accord. Agriculture, écologie, santé, les secteurs directement touchés par le CETA, l'accord entre le Canada et l'Union européenne, sont légion. À la veille de son adoption par le Parlement français et après 2 ans de période probatoire, c'est au Canada que la sonnette d'alarme est tirée. Si les exportations européennes ont grimpé de plus de 6,5% entre 2017 et 2018, les curseurs économiques ne sont pas les seuls à observer. Alors que plus de 70 associations sont vent debout contre le traité, 7 députés canadiens alertent à leur tour sur les conséquences négatives des accords. Ils expriment notamment que les règles des brevets ont déjà été modifiées outre-Atlantique et que le coût des médicaments a augmenté pour les populations. La question sanitaire semble en effet la première des inquiétudes et ce à plusieurs titres. Le Canada n'applique par exemple pas le principe de précaution et les exportations vers l'Europe pourraient représenter certains dangers. L'administration d'antibiotiques dans l'agriculture, l'utilisation d'hormones de croissance, de farines animales et d'OGM sont bien moins restrictives au Canada qu'en Europe. Une inquiétude que la République en marche semble vouloir écarter d'un simple revers de la main. En effet, le député de la majorité, Marie Lebec, l'un des rapporteurs de la loi, explique que les produits interdits au sein de l'UE ne peuvent pas pénétrer le marché européen.
De son côté, le député LREM Jean-Baptiste Moreau a malencontreusement affirmé que les farines animales pour nourrir le bétail étaient interdites en France comme au Canada, alors que le pays à la feuille d'érable les tolère. Une situation qui n'est donc pas si claire, même si la Direction générale de l'alimentation du ministère de la Culture a tranché en estimant que des doutes sur une possible nocivité subsistaient. Il faut dire que l'interdiction avait été prononcée dans les années 90 à la suite du scandale de la vache folle. Mais si les députés de la majorité continuent de marteler que les produits interdits sur le sol européen ne peuvent pas entrer dans l'UE, l'argument est inexact. En effet, pour ce faire, il faudrait introduire des clauses miroirs dans le texte. Le parti présidentiel a donc bel et bien pris ses distances avec les mises en garde que formulait l'ancien ministre de l'écologie Nicolas Hulot, qui réclamait à l'époque un veto climatique. On va mettre en place ce qu'on peut appeler une forme de veto climatique qui doit nous assurer dès maintenant que les dispositions qui sont destinées à mettre en œuvre nos propres engagements climatiques ne puissent en aucun cas, et notamment dans le cadre des tribunaux d'arbitrage, être attaquées par un investisseur. Donc ça, c'est une de nos priorités. Comme le soulevait déjà Nicolas Hulot en 2017, le CETA pourrait effectivement ouvrir la voie à des recours juridiques pour les entreprises canadiennes qui considéreraient que l'éviction de leurs produits sur le marché transnational n'est pas conforme aux règles de la concurrence. Une pression qui pourrait donc faire infléchir les règles sanitaires de l'agriculture européenne. Sophie Devienne, agronome et membre de la commission indépendante chargée par le gouvernement d'évaluer le CETA, est d'ailleurs très claire. Selon elle, à partir du moment où l'accord sera signé, les autorités canadiennes auront la responsabilité d'évaluer le respect des règles de conformité. Un fonctionnement en juge et partie qui pose problème alors même que le Canada vient de connaître un scandale sanitaire après avoir falsifié des certificats vétérinaires de porcs traités avec de la ractopamine, un médicament dopant destiné au commerce chinois. Déjà échaudé par l'accord avec l'Amérique du Sud, le Mercosur, de nombreux parlementaires français sont dubitatifs face à ce nouveau traité, y compris au sein de la majorité présidentielle. Mathieu Orphelin, ancien LREM, a fait savoir qu'il comptait réclamer un ajournement et les socialistes devraient opter pour la suggestion d'un référendum. Rappelons toutefois que La République En Marche et son allié du MoDem disposent d'une très large majorité au sein de l'Assemblée nationale. Retrait états-unien de l'accord sur le nucléaire, déclaration d'hostilité entre Téhéran et Washington. Depuis quelques mois, les relations entre la nation perse et l'oncle Sam se sont considérablement dégradées. Bruxelles, de son côté, se verrait bien en arbitre. Olivier Frère-Jacques. Il l'avait promis, il l'a fait. Le président états-unien Donald Trump s'est assis sur l'accord nucléaire de son prédécesseur Barack Obama. Une manière de conforter le choix diplomatique d'une alliance toujours plus forte avec les Saouds et l'État hébreu. Une politique proche-orientale faite de provocations verbales dans le plus pur style du pensionnaire de la Maison-Blanche et qui, pour le moment, n'a jamais dépassé le cap des menaces et des sanctions économiques. Un certain équilibre, donc, mais qui paraît difficilement tenable. En effet, en sortant du nucléaire, Téhéran devait naturellement voir les sanctions internationales tomber une à une. Au lieu de cela, rien. C'est pourquoi le pays envisage de relancer son programme. Et à ce petit jeu, l'Union européenne se verrait bien jouer un rôle pour changer. Réunis à Bruxelles, les 28 n'ont pas déclenché le mécanisme de sanctions contre l'Iran prévu en cas de retour sur l'accord, espérant ainsi enfiler le costume de médiateur dans l'affaire iranienne. Problème, l'Union européenne, si ce n'est un soutien de façade, n'a rien à proposer à l'Iran. Bruxelles n'étant pas une puissance souveraine militairement et économiquement, son soutien ou non apporté à la nation perse n'a que peu de valeur, si ce n'est diplomatique. En effet, depuis que la République islamique a cessé son activité nucléaire, l'Union européenne n'a pas repris ses relations commerciales avec le pays sous pression américaine. On imagine mal les États membres venir au secours de la nation perse au risque de se brouiller avec le patron du jeu économique et diplomatique mondial, qu'est l'oncle Sam. Et si l'Europe de Bruxelles finira de toute manière par plier aux exigences de l'administration Trump, la position politique de l'Iran pourrait aussi se raidir. Et pour cause, le président modéré Hassan Rouhani n'est plus en odeur de sainteté dans son pays, sa tentative de main tendue vers les États-Unis et l'Occident ayant échoué. Parallèlement, les gardiens de la révolution, dont le poids économique et militaire est central, paraissent renforcés par la crise et la décision du président états-unien de les placer sur la liste d'organisations terroristes de Washington.
Quant à la France, elle pourrait bien revenir sur le devant de la scène diplomatique, un peu malgré elle. Si Emmanuel Macron tente de se faire passer pour un médiateur dans le dossier iranien, son poids est tout à fait négligeable face à la puissance états-unienne. Mais l'arrestation, il y a un mois, d'une chercheuse franco-iranienne à Téhéran et confirmée seulement lundi par le Quai d'Orsay, pourrait sonner le retour de la France dans ce jeu de poker menteur. L'individu arrêté, Farida Abdelka, 60 ans, directrice de recherche internationale à Sciences Po Paris. Les circonstances de son arrestation demeurent très floues et paraissent très étonnantes dans le contexte de tensions actuelles et au vu des travaux de l'intéressé qui ne sont pas réputés hostiles à la République islamique. Les autorités françaises ont demandé une protection consulaire pour la chercheuse en question, mais cette dernière étant également iranienne, le pays n'est pas tenu à une telle obligation puisque la République islamique d'Iran ne reconnaît pas le principe de double nationalité. Une histoire anecdotique, mais qui pourrait permettre à Emmanuel Macron de se trouver une excuse pour s'aligner sur les positions extrêmes de Donald Trump. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Jour décisif pour Ursula von der Leyen. Ce mardi, l'ancien ministre allemand et candidate à la présidence de la Commission européenne a prononcé son discours au Parlement européen pour convaincre une majorité d'eurodéputés de voter pour elle. Alors que son élection ne fait guère de doute, Ursula von der Leyen pourrait voir sa victoire moins nette que prévu. En effet, certains verts et socialistes allemands refusent de voter pour elle pour des raisons de politique nationale. Avec ce désistement d'alliés, Ursula von der Leyen a donc dû convaincre une partie de ses adversaires politiques. Pour cela, elle a opté pour un discours très écologiste tout en souhaitant un nouveau report du Brexit si davantage de temps était nécessaire. Une déclaration accueillie par les huées des eurodéputés britanniques pro-Brexit. Greta Thunberg à l'Assemblée nationale. La nouvelle égérie de la lutte contre le réchauffement climatique sera au Palais Bourbon le 23 juillet prochain pour donner une conférence d'1h30. L'adolescente suédoise, instrumentalisée depuis plusieurs mois, a été invitée par les 162 députés membres du collectif transpartisan pour le climat Accélérons pour une réunion ouverte aux autres parlementaires. Greta Thunberg a précisé avoir décliné de nombreuses invitations pour s'exprimer devant des parlementaires, mais que c'était le bon moment pour la France. Reste à voir si un député saura interpeller ses collègues sur le grave cas de non-respect du droit international que constitue la tournée de la starlette climatique de 16 ans. Monsanto voit sa peine allégée. Un juge fédéral américain a ramené de 80,27 à 25,27 millions de dollars les indemnités dues par Bayer à un Californien qui dénonçait le Roundup, l'herbicide à base de glyphosate de Monsanto, comme étant à l'origine de son cancer. Le juge de district à San Francisco soutient la décision d'imposer des dommages punitifs, mais estime que la somme de 75 millions de dollars est excessive en regard des dommages compensatoires qui sont de 5,27 millions, soit 15 fois moins important. Dans un communiqué, Bayer s'est félicité de cette décision, mais a tout de même fait part de son intention de faire appel. Le groupe allemand doit faire face à plus de 13 400 actions judiciaires aux États-Unis. La Joconde déménage. Ce mardi, le plus célèbre des tableaux du Louvre a quitté la salle des États pour gagner la galerie Médicis. Toutes les toiles, à l'exception des Noces de Cana de Véronèse, ont été déplacées car la salle des États entre dans sa phase principale de rénovation. Près de 60 salariés ont été mobilisés afin d'assurer la sécurité et le transport du tableau. Jusqu'à la fin du chantier estimé mi-octobre, Mona Lisa sera donc visible dans l'une des plus vastes salles du Palais-Musée et retrouvera son emplacement principal pour l'exposition Léonard de Vinci du 24 octobre 2019 au 24 février 2020. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Ladd nous parle de l'expédition en Égypte de Bonaparte. L'expédition d'Égypte démarre en 1798 et elle est confiée au jeune général Bonaparte qui, je crois, si je ne me trompe pas, va percer un peu plus tard, mais pas sûr. Il s'agit d'une tentative de couper la route des Indes aux Anglais afin d'atteindre leur commerce, mais c'est surtout pour le jeune général l'occasion de frapper à nouveau après sa fulgurante campagne d'Italie. Mais justement, au-delà de frapper l'imaginaire national, au-delà aussi de l'aspect romantique de cette aventure avec ses apports culturels indéniables, eh bien la campagne d'Égypte a bien été un fiasco militaire total et ça il ne faut pas l'oublier. Que s'est-il passé? Pourquoi ça a tourné au vinaigre? Que faut-il en retenir? C'est ce qu'on va voir maintenant.
Ce soir, retrouvez également Passé Présent. Philippe Conrad reçoit Pierre Demeuse pour son ouvrage Idées et doctrines de la contre-révolution, puis Alain Dubaudier à l'occasion de la publication de son livre La Grande Guerre, autopsie d'un séisme. Et puis tout de suite, vous retrouvez évidemment la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes Libertés Politiques avec François Billot de Lochner. C'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Le hasard d'un déplacement à Paris m'aura permis de toucher du doigt l'absurdité des nouvelles règles relatives à la circulation dite différenciée, c'est-à-dire à l'apposition, vous savez, d'une vignette sur votre pare-brise. Donc plutôt que de théoriser là-dessus comme les éditorialistes des chaînes du câble, eh bien, je vous livre une tranche de vie comme d'habitude. Donc depuis 2 mois, je connaissais la date d'un événement qui requérait ma présence, le 29 juin, dans l'église Saint-Sulpice, et j'avais donc réservé sur Internet un petit hôtel dans le 14e avec mon petit chien que je ne peux pas confier à quelqu'un parce qu'il est aveugle. Et donc au moment de prendre la route en pleine nuit pour cause de canicule, j'entends à la radio que l'entrée des véhicules de plus de 10 ans, donc le mien, dans le Grand Paris est interdite. Et là, j'ai haussé les épaules en me promettant d'enfreindre cette règle édictée par des sous-fifres dans la précipitation et le faillotage surtout. En chemin, je me suis demandé qui rembourserait ma réservation non remboursable en cas de refoulement à l'entrée de Paris, et si une chose pareille était plaidable. Et là, vous avez beau retourner la question 10 fois, vous vous dites qu'une règle que les gens sont obligés d'enfreindre pour continuer à vivre, à travailler, par exemple pour les artisans, pour les coursiers, est une règle injuste et même perverse, puisqu'elle introduit une fracture dans la nation entre ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas, ceux qui peuvent suivre et ceux qui ne peuvent plus. Donc vous faites comme si de rien n'était, et en effet, sur 3 jours, vous n'êtes absolument jamais contrôlé une seule fois à Paris. Heureusement, visiblement, la police a mieux à faire que de suivre aveuglément les directives des imbéciles. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Eh bien, en délaissant l'aspect juridique de la question et l'atteinte manifeste à l'égalité des citoyens, techniquement, c'était une règle faite pour plaire à l'opinion qui ne correspondait à aucun pic de pollution à l'ozone en région parisienne ces jours-là. Ah bon, et comment le savez-vous? Eh bien, pendant ces 3 jours, il suffisait d'aller contrôler auprès d'Airparif, avec votre téléphone portable, la carte de pollution à l'ozone en temps réel. Il suffisait donc de regarder l'écran et on voyait qu'à toutes les heures de la journée, malgré les 30 degrés, 35 de la région parisienne, elle restait dans le jaune pâle et le vert, soit un taux de pollution très acceptable. Et pourquoi donc? Eh bien parce qu'il soufflait un léger vent, 20-25 km/h, qui venait de traverser le Berry et l'Orléanais et qui suffisait à balayer la pollution. Donc pour résumer, cette mesure a été prise pour frapper l'opinion, pour flatter le président dans ses lubies réchauffistes là, pour faire bien, pour donner des leçons aux citoyens à travers tous les médias aux ordres du pouvoir, alors qu'elle ne correspondait à aucune urgence observable sur le terrain. C'est aussi une façon de tester la malléabilité de l'opinion à tous les mots d'ordre. Et nous avons pu observer que si pour les médias cette malléabilité est totale, puisque personne n'a voulu consulter les chiffres réels de la pollution ce jour-là, les citoyens, quant aux citoyens, ils sont bien décidés à résister quand même. Les gens ont fait dans leur vie comme d'habitude. Pour ma part, je viens de passer 4 ans à circuler tous les 2 jours avec une moto de 1994 prétendument interdite à Paris, et il n'est que trop visible que les policiers eux-mêmes sont excédés par le rôle qu'on leur fait jouer désormais. Et il est probable que tôt ou tard, ils ne le joueront plus ce rôle. Ce jour n'est pas très éloigné, on parlera de fraternisation à ce moment-là et de libération sans doute. La mondialisation, c'est la joie et le bonheur.
On voyage, on se rencontre, on découvre de nouveaux horizons. On fait ses études à Londres, on travaille à Shanghai, on se marie à Johannesburg, on mange des sushis et des hamburgers, on vit de diversité, d'amour, d'eau fraîche et de billets d'avion. Tout cela, c'est plutôt de la théorie. En pratique, c'est un peu moins rose. Dans les faits, quand on travaille en France, la mondialisation, c'est pour beaucoup une terrible dégradation du marché du travail en raison d'une concurrence internationale acharnée qui broie, qui détruit la culture économique et sociale des entreprises françaises. Les firmes internationales imposent toujours plus de gains de productivité, toujours plus de rationalisation, donc à la clé des licenciements, des délocalisations. Les pratiques managériales venues d'ailleurs perturbent en profondeur nos traditions, nos méthodes de travail, nos mentalités. On s'arrange toujours plus avec le droit du travail, qui protège de moins en moins, et en bout de course, des soucis au kilomètre. Soucis de santé, pathologie du travail, dépression, sentiment que l'on court à perdre haleine après une rentabilité imposée par l'extérieur et toujours inaccessible. Soucis de reconnaissance, des salariés surqualifiés et souvent mal employés. Soucis familiaux, des mutations qui brisent la cellule familiale. Soucis de travail, angoisse de la restructuration ou du plan collectif de licenciement. La joie mondialisée, c'est trop souvent cela. L'horizon de la campagne de Macron a été conduite à coups de banques d'images américaines, avec des sourires Colgate, ce qu'il faut de diversité ethnique, des écrans plats et des petits diagrammes de performance qui montent. Macron nous a vanté et nous vantera encore la mondialisation heureuse. La vie quotidienne d'un très grand nombre de Français ne correspond pas du tout à cette vision hors sol de notre président hors sol. Pour beaucoup de Français, les hamburgers et les sushis finissent par être un peu lourds à digérer. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.